D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Vous le croiserez à Hazila où il passe la moitié de sa vie, se promenant en devisant avec Khalil Khrib. Jean-Claude Bonfanti, aussi connu sous le pseudonyme d'Ulysse, a choisi la ville des arts du nord du Maroc pour passer sa retraite. Son père, fidèle ingénieur du son de Jean-Luc Godard, était ami avec Chris Marker, qui conseilla au jeune Bonfanti de devenir monteur. Ce qu'il fit pendant une quinzaine d'années et une douzaine de films, s'attachant au pas de Léonide Hazard, dit Lala, monteur d'Abel Gans, de Max Ophuls ou de Billy Wilder, pour se former. Afin de passer le relais, il sera lui-même l'un des formateurs de la célèbre monteuse, distinguée à maintes reprises, Juliette Welfling. Puis Jean-Claude Bonfanti est passé à la réalisation de documentaires, principalement des portraits, dans lesquels il pouvait manipuler et valoriser des archives, si ça n'est les créer. Les archives sont d'ailleurs sa passion. Il fut ensuite engagé pendant 3 ans en tant que directeur artistique pour créer le dispositif ergonomique interactif du musée d'histoire de la ville de Luxembourg et pour des musées tels que le Centre national de la danse à Pantin, le musée Albert Kahn à Boulogne. L'expérience dura encore une quinzaine d'années jusqu'à ce qu'il fonde une maison d'édition mêlant textes classiques et documents sonores ou vidéos récoltées dans des disques interactifs. Le catalogue de la maison d'à côté continue de circuler, présentant aussi bien des ouvrages sur Vauban, le mime Étienne Decroux, le verrier Louis Mazetier, Iggy Pop, la danse contemporaine, les pédagogies libertaires, la psychanalyse au Mali, entre autres thèmes d'une collection foisonnante. Puis Jean-Claude Bonfanti s'est décidé libraire en Bourgogne, où l'expérience tourna rapidement court quand il transforma avec un ami belge sa librairie en galerie, présentant notamment les œuvres de Khalil Khrib, de Brian Gysin, Anne Testament, Jean-Charles Blé, Paul Bury, Leonardo Cremonini ou de Pierre Buraglio. Entretien sur le parcours exceptionnel d'un passeur qui continue de se dessiner aujourd'hui même à travers le labyrinthe de la Médina d'Asila. Nous voici donc à Asila avec Jean-Claude Bonfanti. Jean-Claude Bonfanti, qui est Ulysse Stanley ? Je déteste mon prénom de naissance. J'appartiens à cette génération où des prénoms doubles que je trouvais stupides. Et tout le monde s'appelle Jean-Jacques, Jean-Pierre, Jean-François, Jean-Michel, et j'en passe des meilleurs. Et donc, le jour où j'ai pris ma retraite, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ma femme, j'étais marié à l'époque, m'a dit « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire ?» Et j'ai dit « Je veux un prénom. » Et comme je prenais ma retraite et que j'avais l'intention d'ouvrir une librairie, je suis parti du principe que l'histoire de la littérature était coincée entre 2 serre-livres, Homère et Joyce, et 2 fois Ulysse. J'ai dit que si on ouvrait une librairie, il fallait s'appeler Ulysse. C'est le cadeau d'anniversaire de mes 65 ans. J'ai eu le droit à un prénom nouveau. Mais pas n'importe quel prénom quand même. Vous auriez pu vous appeler Robert ou bien Charles. C'est vrai, mais voulant être libraire, ça me semblait être la moindre des choses. Puis c'est un beau prénom, non ? Quelle ampleur, bien sûr. Et vous n'avez jamais été libraire ? Je l'ai été très peu, parce que ça a évolué. Je suis bibliophile, donc je faisais plutôt du beau livre d'occasion, et rapidement devenu une galerie.
Mais libraire pour la retraite, je sais pas si c'est une très bonne idée parce que libraire, c'est d'abord et avant tout transporter des cartons de livres très lourds, faire de la poussière, c'est un travail très physique et très compliqué et puis qui coûte cher aussi. C'est vrai, le poids des livres, c'est quelque chose. J'en ai manipulé des dizaines, des centaines de cartons de livres. Ouais, c'est lourd. Mais qu'est-ce que c'est bien, les livres, quand même. Je peux pas m'en passer. Alors qu'est-ce qui vous a amené à Asila? Comment êtes-vous arrivé à Asila? Je suis arrivé à Asila en 2002, je pense, la première fois. Il y a plus de 20 ans. Invité par des amis. Jean-Pierre Van Tinghem et Jacqueline Aubenas, qui avaient une maison qu'ils venaient de faire construire. Et arrivé ici, j'ai trouvé la ville merveilleuse. Je m'y suis senti chez moi, dès le premier jour quasiment. Et j'ai rencontré, grâce à eux, grâce à Jean-Pierre et Jacqueline, Khalil El-Gharib. Et alors, là, je suis tombé devant un cas. J'ai dit, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi il fait comme ça? Et plein de questions autour de son travail, de la manière de le faire, de l'aborder, son rapport au monde et tout ça. Et l'homme m'a tellement intrigué que j'ai dit, je reviens, je vais chercher une caméra. Et donc j'ai décidé de faire un film sur Khalil. C'était en 2003. Ça a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Coudre le temps, qui est un objet que j'appelle ouvrage parce que je le distingue des livres, parce que c'était la spécificité de ma maison d'édition de publier un objet double, un livre et un DVD d'archives, en sachant que les archives, quand elles n'existent pas, il suffit de les inventer. Et donc, j'ai fait cet ouvrage avec lui, autour de lui, avec ses amis, etc. Et avec un DVD qui contient, je sais pas, 3 heures, 4 heures de film. En fait, j'ai filmé comme si j'allais faire un film d'1 heure pour la télévision. Mais j'ai détesté un peu la télévision où j'ai longtemps commis. Parce que ça oblige à faire un récit linéaire, avec un A et un Z. C'est-à-dire qu'on prend le téléspectateur par la main et on lui raconte ce qu'on veut. Ça lui retire au téléspectateur toute manière de construire lui-même son récit. C'est un objet qui est fermé et que je voulais faire des objets audiovisuels plutôt ouverts. Donc, au lieu de faire un film linéaire, je faisais des DVD avec des paquets, avec des blocs à l'intérieur, de telle manière à ce que le regardeur, puisque ce n'est plus un téléspectateur passif, puisse choisir des blocs par rapport à leur titre, par rapport à, voilà, du feeling, et puisse construire lui-même sa propre idée du film ou de la personne filmée. Ça, c'était un peu d'ailleurs la marotte de Khalil Khrib et qu'il tenait peut-être d'abord de son éducation et de sa construction intellectuelle, mais aussi d'Edmond Amran El-Maleh, la non-linéarité dans l'œuvre d'art, pour surtout, justement, garantir la complexité. Absolument. On a été très en adéquation sur ce projet. Au départ, Edmond n'aimait pas le projet, mais avec Khalil, on s'est très très bien entendu. Et depuis 22 ans, nous sommes devenus amis. Et c'est une des raisons pour lesquelles je persiste à venir à Asila. Le plaisir d'être avec lui. Beaucoup de gens viennent en pèlerinage voir Khalil Khrib plus que Sidi Mraïd ou je ne sais quel saint d'Asila. Vous, en fait, vous faites le gardien du temple maintenant. Presque. Avec Anne-Judith Van Look. C'est vrai. Mais moi, je viens passer l'hiver aussi, par principe maintenant. J'aime tellement cet endroit, il est hors du temps. Et je ne peux pas m'en passer. Mais qu'est-ce que vous apporte Asila? Une sorte de sérénité.
J'ai l'impression que c'est un endroit hors du temps et que depuis plus de 20 ans que j'y viens, rien n'a changé. Je sais que tout a changé. Mais en même temps, il y a cette linéarité, pour reprendre le mot, qui fait qu'on est toujours au même endroit, on est toujours protégé dans la Médina. Alors donc, on vit la linéarité d'un urbanisme sans temps, sans temporalité, pour pouvoir mieux travailler la non-linéarité de ces œuvres d'art. Oui, mais c'est bien ce que dit Khalil. Je fais des œuvres dans lesquelles j'ajoute des objets ou des matériaux qui vont permettre à l'œuvre de se dissoudre, de s'effacer. Et il dit, l'œuvre idéale pour moi, c'est celle qui va finir par disparaître, comme vous et moi. Et alors, quand je suis ici, je me dissous. Il y a de ça, Asila, une espèce de dissolution de l'être. Absolument. Oui, on est dans un endroit où le temps n'est pas le même qu'à l'extérieur. Et je le sens, ça me touche particulièrement. Et donc, quand j'ai envie d'écrire quelque chose, de travailler sur un dossier, etc., je viens ici. Mais beaucoup de gens ne supportent pas et fuient et s'enfuient. Oui, mais... On supporte de venir visiter Asila, mais beaucoup de gens y achètent une maison en cédant aux joies du pittoresque et puis ils se rendent compte qu'ils sont pas faits pour ça. Oui, mais tant pis pour eux. Il y a une sorte aussi de violence latente, quelque chose de très organique au fin fond de la Médina. C'est vrai que la Médina est un labyrinthe et qu'on aime les labyrinthes quand on s'appelle Ulysse. Puis j'ai appris à connaître tous les peintres et tout ça. Voilà. J'ai fait des expositions en France des peintres marocains. Vous savez que Khalil ne vend pas. Mais c'est pas une raison pour ne pas le montrer. Et donc, il y a 5-6 ans, j'avais une galerie en France, en Bourgogne. J'ai dit, je vais faire une exposition Khalil. Il m'a dit, tu es fou. Je dis, mais ça, c'est pas nouveau, tu le sais depuis longtemps. Mais je vais faire Khalil l'invite. Et je lui ai demandé de me faire une liste des artistes marocains qu'il aimerait voir exposer. Carte blanche à Khalil Kharib. Absolument. Et qu'a-t-il fait alors? Ah, ça s'est fait. Il y avait qui? Il y avait Souheil Benazouz. Il y avait Amina Ben Bouchta. Il y avait Franck Chalandard. Parce que Chalandard était venu travailler à Asila ou au Maroc, ils s'étaient rencontrés avec Khalil, ils étaient devenus amis. Et donc Khalil m'a dit, celui-là c'est un Marocain, tu peux le prendre. Il y en avait 2 ou 3 autres. Voilà. Comment vivez-vous ici l'hiver? Dans une forme de solitude qui me convient. La solitude peut être considérée comme une contrainte lourde, ou au contraire comme un espace à investir pour soi-même. Et donc quand j'ai besoin de penser, de réfléchir, etc., la solitude ne m'est pas trop contraire. Et ici, j'ai une vraie solitude où je peux penser. Ce qui ne m'arrive pas ailleurs. J'ai essayé plein d'endroits, mais ici c'est parfait pour ça. Khalil Kharib est aussi un homme de la solitude. Oui. Mais nous avons une sorte de convention, nous nous voyons une fois par semaine. Le dimanche? Absolument. À la sortie de la messe? En quelque sorte. Ou plutôt pour célébrer la messe? Oui, mais on va célébrer la mer surtout. Parce qu'en fait, la vue de la mer, la ligne d'horizon chez Khalil, c'est vraiment quelque chose de marquant ici. Et
dont on a besoin, le bruit de la mer et la ligne d'horizon. Je demandais à Khalil, mais pourquoi tu ne fais que des dessins horizontaux? Il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais j'ai une hypothèse, c'est à cause de la ligne d'horizon. Parce que tu es né avec la ligne d'horizon de la mer et que, en fait, tu ne dessines jamais que ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, je crois que tu as raison. Très souvent, l'urbanisme au Maroc, l'urbanisme traditionnel, ancien, fait que les villes côtières tournent le dos à la mer. Or, Azila est poussé dans la mer quasiment. C'est assez rare. Oui, bien sûr. Mais cette forteresse portugaise et tout est une sorte de dent de sagesse plantée dans la mer. Et sur les remparts, quand on voit la mer, on est hors du temps. Oui, oui, on peut être 500 ans en arrière, rien n'a changé. La mer est assez, bien que mouvante, immobile. Constante en tout cas. Absolument. La permanence. Vous êtes à Azila, vous fréquentez Azila depuis 23 ans, donc 24 ans presque. Vous connaissiez le Maroc auparavant? Non, je crois qu'en 2002, quand je suis venu pour la première fois, c'était la première fois ou la seconde fois que je venais au Maroc. Mais depuis, j'ai fait le tour quand même, j'ai pris le temps de faire le tour. Et alors, qu'est-ce qui vous parle dans ce très beau pays? Je suis un citadin, au départ, un Parisien, travaillant à Paris dans un milieu culturel, etc. Et à un moment, j'ai trouvé que la ville ne ressemblait plus à la ville. Et d'une manière générale, je commence à ne plus aimer les villes. Elles m'insupportent. Elles font trop de bruit pour moi. C'est une question d'âge. Parce que la ville est par définition bruyante. Et donc, ici, j'aime ce calme. J'aime le labyrinthe. Les villes ne sont plus des labyrinthes. On sait bien que Haussmann a rasé la moitié de Paris, qui était labyrinthique, pour pouvoir faire passer la cavalerie. Et la Médina de Tanger, où j'ai traîné, ne me convient pas. Je déteste Marrakech. Je vais à Casa par obligation. J'ai été à Essaouira, j'ai trouvé que c'était trop peopleisé ou je ne sais pas trop quoi, enfin voilà. Et donc, je crains aussi le tourisme. J'ai du mal à venir à Azila en été à cause du tourisme. Mais c'est un peu ce que l'on reprochait à Azila, vu du Tanger d'il y a au moins 10 ans et avant 10 ans. C'était un Tanger chaotique et déliquescent, très déliquescent. On trouvait qu'Azila était surfait et trop refait. Je ne sais pas, moi je suis à mon aise ici, au sens fort du terme. Vous n'auriez pas pu vivre à l'Arrache, par exemple? Si, peut-être, oui. Mais il n'y a pas cette Médina, il n'y a pas... Je suis d'une famille corse. Donc, une île, un truc qui enferme les gens. Et donc, je ne peux pas aller vivre en Corse. Je me suis dit à un moment, pourquoi je n'irais pas en Corse? Et puis je me suis aperçu que c'était une île et qu'il fallait prendre un bateau, un avion pour aller au cinéma et que c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Ça ne me convenait pas. Mais Azila est une île dans laquelle je suis bien. C'est ça, j'allais vous dire, oui, mais Azila, c'est vraiment une île aussi. Absolument, mais au moins elle est à mon échelle. Vous avez besoin d'une presqu'île, plutôt. Ah, peut-être aussi. Ouais, mais j'ai du mal à sortir de la Médina. Je sors de la Médina pour aller faire des courses. À l'extérieur, c'est très pragmatique. Alors qu'à l'intérieur, il y a une déambulation qui ne me fatigue jamais. J'y connais un peu tous les commerçants au bout d'un certain temps. Et on se dit bonjour, etc. Il y en a qui commencent à me penser à la Chine, mais je ne sais pas si je le deviendrai avant de mourir. D'ailleurs, quelles belles expériences avez-vous vécues dans cette ville et dans ce pays? Quelles sont les belles expériences qui vous ont le plus frappé, à part la rencontre avec Khalil Kharib, Edmond Amran El Maleh et Anne-Judith Van Look, bien sûr? Je dirais que les expériences sont avant tout de sorte d'une fraternité qu'on trouve ici, quand on est admis. Quand on arrête d'être un touriste lambda qui passe la journée, on est admis et il y a une sorte de communauté intuitive, non dite, dans laquelle on est reçu ou pas. Je pense avoir été reçu. Bon alors, maintenant on va un peu plus parler de vous. Dans une première vie, Jean-Claude Bonfanti, vous avez
été monteur de cinéma. C'est quand même une sacrée expérience. Ah, ça, c'est un métier amusant. Parce que c'est un métier non technique. Couper et coller de la pellicule, un enfant de 6 ans peut le faire. Alors tous les autres métiers, que ce soit directeur de la photo, ingénieur du son, tout ce que vous voulez, même régisseur, tout ça c'est très très emmerdant, très technique. Alors couper et coller, c'est très très bien. C'est simple comme tout. Et donc, le fait d'être monteur ne signifie pas de couper et coller. Il signifie penser comment on va couper et coller. Et donc c'est un travail purement mental. Donc j'ai monté une douzaine de longs métrages de fiction, des comédiens, connus, inconnus et tout ce qu'on veut. Alors là, je dois préciser auprès de nos auditeurs que vous êtes en train de bourrer votre pipe. Donc vous brassez dans un sachet plein de tabac. Ce bruit, c'est tout ça. C'est bien, ça fait partie de la vie de la maison. Oui, je ne peux pas m'empêcher. Une douzaine de films, vous disiez. Comment vous choisissiez vos films? Non, c'est les réalisateurs qui choisissent les techniciens. Donc moi, je ne choisis pas les films. Et vous pouviez refuser un film qui vous plaisait pas? Je peux refuser à la lecture d'un scénario un film. Mais c'est les réalisateurs qui viennent vous chercher en tant que technicien. Votre filmographie en tant que monteur est extrêmement bizarre. Alors évidemment, il y a Les Îles de Hazimi. On y est, Les Îles, on y revient. Mais il y a des films aussi étranges que Les Filles de Grenoble. Je me souviens avoir vu ça quand j'étais gamin parce que je suis grenoblois. C'est un film, un polar un peu bizarre. C'est un film enquête en fait sur une histoire de prostitution à Grenoble qui a réellement existé. Il y a Trans de Ahmed El Mahanouni. Eh oui, curieusement. Alors pourquoi? Je ne sais pas. C'est sur le groupe Nasser Rewan. Et donc, c'est un film marocain, tourné au Maroc, qui est en arabe, je ne parle pas l'arabe. Et pourtant, il est venu me chercher pour le monter. Parce que c'est des adéquations, c'est du feeling, des choses comme ça. C'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Roger le braconnier. Un film fait au fin fond de, je ne sais plus quoi, de la Sarthe, par là, un héros local. Ouais. Et puis, mais pas le premier, le deuxième. Le troisième film que j'ai monté, c'était un film de Papatakis. Ça a été une expérience un peu dure. Mais au moins un cinéaste intéressant, parce que quand on vous propose un film, souvent, quand on débute, ce sont des premiers films. Donc, on ne sait pas ce que vaut le réalisateur. Tous n'ont pas été bons. Mais j'en reviens à qu'est-ce que c'est que le montage. En fait, j'ai arrêté de monter des films le jour où on est passé au montage vidéo. C'est le côté physique qui vous plaisait aussi? Non, c'est le côté... quand on monte en vidéo aujourd'hui, ce que tout amateur connaît, on voit immédiatement le raccord. Le premier, et puis après on fait le second, puis après on fait le troisième. Et donc il n'y a plus de distance à l'objet. Quand j'ai arrêté de monter, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Apologie du crayon blanc ». Parce que le travail de chef monteur,
consiste à regarder longuement la pellicule dans les yeux, à décider là où il va falloir couper, de mettre un coup de crayon blanc du début de la coupe et un autre à la fin de la coupe, de numéroter les plans dans l'ordre où on veut que ce soit exécuté, et de faire ça sur 15-20 plans, de penser tout un pan du film. C'est le réaliser en fait. Proposer au réalisateur une lecture de ce qu'il a fait. Il faut une sacrée complicité avec son réalisateur dans ce cas-là. Oui, il faut. Mais une fois qu'on a mis une vingtaine de coups de crayon blanc avec des numéros sur de la pellicule, qu'est-ce qu'on fait? On donne ça à Juliette, qui est à côté, qui va couper, qui va coller, et on verra le résultat le lendemain seulement. Et donc il y a une distance à l'objet fabriqué que la vidéo n'autorise plus. Ça, c'est un peu une gloire d'avoir eu Juliette Welfling comme assistante. C'est le hasard des choses, mais on a monté 3-4 films ensemble. Vous l'avez formée. Oh, n'exagérons rien. Elle avait tout à fait les compétences. Elle a acquis du poids. Juliette Welfling, dont la sœur vit à Tanger, dans une très belle maison dans la Casbah, qui a remporté 5 Césars du meilleur monteur et qui a été nominée 2 fois aux Oscars quand même. Ça vous fait un sacré héritage. Ah oui, mais c'est trop lourd pour moi. Je la félicite, hein, et puis voilà. Quel film avez-vous eu le plus de plaisir à monter et pourquoi? Je crois que ça reste Un voyage de Rose. Un voyage de Rose est un film réalisé par un ami qui est mort depuis, Patrick Barberis, et qui était une sorte de pari. Faire un long métrage en 24 heures, en 35. Et donc, Rose est un personnage étonnant qui était une ancienne ouvrière de chez Citroën, virée de chez Citroën en 36, pour des raisons qu'on peut comprendre, et qui est restée plus ou moins célèbre à cause d'une photo de Willy Ronis, de la dame qui harangue la foule chez Citroën, debout sur je sais pas quoi, je vais dire un tonneau, mais ça doit pas être ça. Voilà. Et un jour, Patrick rencontre Rose, et il dit on va réunir Rose et Willy Ronis. Ils ne se sont pas vus depuis 36 et encore, ils ne s'étaient même pas vus. Et Rose avait tenu un bistrot, après avoir été virée de chez Citroën, à côté de chez Citroën. Et on les a réunis dans ce bistrot, avec tous les anciens combattants de 36 qu'on a pu trouver. Voilà. Et c'est un film qu'on a fait en 24 heures. Alors Jean-Claude Bonfanti, d'après ce que vous dites là, est-ce que c'est ce cinéma-là que vous avez monté qui vous a donné envie de devenir réalisateur? Mais c'est un cinéma de portrait. C'est un portrait de Rose, un portrait en creux dans le film, mais c'est un portrait d'elle. Et j'ai toujours voulu faire des portraits de gens qui m'importent. J'ai jamais voulu être démiurge. J'ai toujours voulu être passeur, c'est-à-dire montrer, autant que faire se peut, des gens dont l'expérience me semble utile à faire circuler, aider les gens à penser et à réfléchir. Le portrait de Ralil, le film que j'ai fait pour Arte sur Étienne Decroux, personne ne sait qui c'est, mais c'est un personnage important dans mon intimité, je vais dire. Quelqu'un qui a défendu le geste comme un art me semble pas quelqu'un qu'il faille ignorer complètement. C'est Jean Rouch versus Orson Welles, quoi. Oui, mais je suis un enfant de Chris Marker. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire? Mon père était ingénieur du son. Il a travaillé avec Chris Marker depuis quoi? Ça, le premier film qu'ils ont dû faire, ça doit être Le Joli Mai. Ils ont travaillé toute leur vie ensemble.
C'est quand même pas votre père qui a fait La Jetée. Si, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. C'est un film plus que mythique. Oui, mais mon père m'a raconté que La Jetée était un scénario de long métrage de fiction pour lequel Chris n'a pas trouvé l'argent, c'est pour ça qu'il l'a fait comme ça. Comme Godard a bricolé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais mon père a mixé tous les films de Godard. Il ne pouvait pas se passer l'un de l'autre au niveau du son. Alors vous avez grandi là-dedans. Ben oui, je suis tombé dans cette marmite, donc voilà. Et donc mon père m'a dit un jour, tu devrais aller regarder le montage. Alors il m'a mis stagiaire sur un film, et puis voilà. J'ai eu la chance de rencontrer Lala. Plus personne ne sait qui est Lala. Léonide Hazar. Léonide Hazar, russe, comme son nom l'indique. Parti avec Eisenstein au Mexique, pour Que Viva Mexico. Le fiasco du film, on sait. Ils sont revenus, et Lala est resté à Paris, où il est devenu monteur. Il devait être assistant sur Que Viva Mexico, je n'ai jamais regardé. Et j'ai dit, mais pourquoi vous êtes resté à Paris? Il m'a dit, parce que c'est là où les filles sont le plus belles. Voilà. C'est une bonne raison de rester à Paris pour lui. C'est la meilleure raison de rester quelque part dans le monde. Et donc, j'ai eu la chance, par relation, de devenir assistant de Lala sur la fin de sa vie. C'était des documentaires pour NBC. Et Lala m'a dit, tu sais, monteur, c'est pas difficile. Il savait même pas couper la pellicule. Il savait que penser. Et il m'a dit, tu apprends à vivre et tu sauras monter. Et donc j'ai décidé, 3 jours après cette phrase, que j'étais monteur. J'ai été voir Chris, que je connaissais, etc. Il m'a dit, d'accord. Et il m'a appelé pour me donner un film à monter. Le premier long métrage que j'ai monté. Mon Dieu, c'est magnifique comme histoire. Mais c'est vrai que le cinéma de cette époque des années 60 puis 70 est un système assez clanique en même temps. J'en ai profité, mais c'est tout. Clanique est beaucoup moins industriel qu'aujourd'hui. C'était du bricolage pour la création, pour la poésie, pour le militantisme aussi, et pas pour gagner de l'argent. Bien sûr. Toute l'histoire de Sloan, des films politiques de Chris Marker avec les ouvriers, tout ça, bien sûr, participer à tout ça. Beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Godard disait qu'il suffit d'avoir une caméra ou même un téléphone aujourd'hui et puis on fait un film. Bien sûr. Donc c'est plus facile, a priori, sur le papier. Parce que avant, quand on voulait faire un film, la première difficulté, c'était la facture de Kodak. Acheter la pellicule. Oui. Et maintenant, c'est être diffusé. Maintenant, c'est de diffuser. Encore que, il y a des réseaux sociaux pour diffuser. Le cinéma est sorti de la salle de cinéma. Enfin, ce cinéma-là. Alors les jeunes cinéastes veulent la célébrité et la richesse et c'est tout, c'est pour ça qu'ils font rien. Ah ça, je ne sais pas, c'est leur problème. Moi, c'est pas le mien. Je ne veux ni la célébrité, ni la richesse, ni... Mais j'aimerais bien faire encore un film ou deux. J'ai 1 ou 2 projets ici, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là et je travaille. De réalisation. De portraits.
Alors, qu'est-ce que vous nous préparez en portrait réalisé? Je voulais finaliser, reprendre des éléments que j'ai filmés sur Khalil il y a 20 ans, et essayer de faire un objet bilantaire de son travail, comment il a évolué en 20 ans, de notre rapport, puisqu'on est devenus amis. Et donc j'ai créé un bout de structure, de scénario, et je me dis, qui est-ce qui pourrait bien vouloir de ça? Arte, j'y crois pas beaucoup, parce que Khalil Ghib à Paris ou en Allemagne, ils doivent pas tout savoir, même s'il est internationalement connu. Et je me dis, il faudrait que je vois si c'est possible de faire quelque chose directement au Maroc. Et donc, je me dis, il faut que je trouve un producteur marocain. Et quelqu'un m'indique Jean-David Lefebvre, à Casablanca. Je dis, bon, je vais lui envoyer mes 4 pages pour savoir s'il en pense quelque chose. Et donc, un dimanche, vers 2h de l'après-midi, j'envoie un mail, comme une bouteille à la mer. 3 heures après, le téléphone sonne. Jean-Claude, c'est Jean-David. Ah bon? J'ai lu, ça me plaît beaucoup. Ah bon? Mais il faut que je te dise, me dit Jean-David, j'étais assistant de Bertolucci sur Le Dernier Tango. Mon père y était ingénieur du son. Et donc, ton père a été un mentor pour moi, à travers plusieurs films où on a travaillé ensemble, à commencer par Le Dernier Tango. Et donc, tout ce que je peux faire, je le ferai pour que ton film se fasse. Voilà. Pourquoi j'essaie de faire un film? Et peut-être je vais faire un objet audiovisuel sur Khalil. Et puis Jean-David, en discutant, me dit, tu sais, il faudrait faire un film sur Zévaco. Ah, j'ai dit oui, ça, il faut faire un film sur Zévaco, sur les 2 ou 3 architectes de Casa, mais la question qui m'intéresse le plus, autant en parallèle, en même temps, c'est l'histoire d'Agadir. Je me souviens d'une conversation il y a 15 ans, autour de l'architecture au Maroc, avec Kalei. Lotfi Akalai. Ouais. Et puis, la co-directrice de Maroc Architecture, quelque chose comme ça, Selma Zerouni, disait, en fait, la reconstruction d'Agadir est une histoire étrange. Tout le monde y est allé, Zévaco, Tastemain, le grand architecte marocain dont le nom m'échappe sur l'instant, mais on avait proposé à Le Corbusier de reconstruire Agadir. Il a refusé. Je lui dis qu'il était prêt ailleurs, il n'avait pas envie, je ne sais pas, je ne connais pas les raisons historiques. Mais Akalai me disait, en fait, ce sont tous les enfants de Corbusier qui ont construit Agadir, et si on regarde, c'est la ville la plus le corbusienne du monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ferais bien un bout de portrait des architectes qui sont les enfants de Le Corbusier qui ont reconstruit Agadir après avoir structuré Casa. C'est un véritable regard, et c'est vrai que Lotfi avait ce regard-là. C'est une fois de plus un portrait de quelque chose, mais qui est aussi sociologique, etc. C'est tout ce qui peut intéresser dans un portrait. C'est pas que l'homme. Qu'est-ce qui vous fait aller au cinéma aujourd'hui, ou allumer un poste de télévision pour regarder un film? Je n'ai pas la télévision chez moi. J'ai supprimé ça parce que je sais comment c'est fait. Et quand je vais au cinéma, c'est parce qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Une sorte d'appel d'air. Et donc, oh oui, Bellata, oui, voilà. Quand on tombe là-dessus, on se dit, j'ai bien fait de sortir, j'ai bien fait de donner le prix du ticket. Là, c'est des petits bijoux très difficiles à dénicher quand même. C'est l'intérêt de Paris, c'est que tout sort. Vos grandes dernières émotions, vos grands derniers intérêts en cinéma, vos grands derniers bouleversements, vos grands derniers chamboulements? À part Bellatar, il n'y a pas grand-chose. Il y a de moins en moins de Kirosmani, de Kirostaki, des gens comme ça. J'en vois plus. Et pourtant, j'essaie de guetter. Mais c'est vrai que ne vivant plus dans Paris, je me dis une fois par mois, allez, je monte à la capitale et je vais regarder 1 ou 2 films et je suis peu souvent émerveillé.
Et les films d'Audiard de votre assistante? Ah, oui, oui. Mais ça reste de la fiction pure. Ça reste du cinéma, comme Godard disait, c'est du cinéma. Ben oui, c'est du cinéma. Et Godard n'est plus là pour nous faire autre chose que du cinéma. Du cinématographe, peut-être. Nous faire des films. Oui. Quels sont les films que vous avez tournés? Non pas pour la maison d'édition, mais en tant que réalisateur pour le cinéma, pour la télévision. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait 3-4 portraits comme ça. Celui dont je suis content, c'est Decroux. Parce que c'est quelqu'un que tout le monde ignorait. Et j'avais été voir Decroux, je le connaissais. Je l'avais filmé en 67, des petits morceaux muets de gestes dans sa cave de Boulogne. Et je lui avais dit, il faudrait faire un portrait quand même. Il m'a dit, je refuse de travailler avec la télévision, avec des gens qui prononcent des petits A. Là, c'est succulent. Ben oui, oui. Decroux qui était mime, qui a joué dans Les Enfants du Paradis, qui était le père de Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis. Absolument. Mais Decroux avait pris des cours de comédie. Il jouait. Et puis un jour, il a estimé que l'art de la scène n'était pas fait pour juste du vocabulaire, qu'il fallait que ce soit le geste avant tout. Le corps. Le corps. Et donc, ça c'est une longue histoire. Le 19e siècle connaît les mimes. Enfin, la pantomime. Avec des gens célèbres. Mais quand un mime meurt, il emmène son art. Et Decroux a décidé qu'il fallait inventer, créer, codifier une grammaire corporelle. Le langage du mime. Oui, le langage du mime, le langage du corps. Et donc, il a passé sa vie à créer une grammaire corporelle. Et son premier assistant, parce que Decroux était assez maladroit physiquement, mais il avait à côté de lui un homme caoutchouc qui pouvait tout faire, c'était Jean-Louis Barrault. Et donc, Barrault a été le porteur. Et Decroux a monté un cours dans sa cave à Boulogne. Il a même été engagé à l'Actors Studio, mais ils l'ont viré assez rapidement. Je crois qu'il a expliqué à Marilyn Monroe qu'elle ne savait pas marcher et qu'elle allait lui apprendre, ou des trucs comme ça. Et donc, il a enseigné à des gens du monde entier. Et s'il existe un art du mime aujourd'hui codifié, c'est grâce à Decroux. Si on regarde l'histoire de la danse contemporaine, ce qui se passe depuis 30 ans, 40 ans en danse, ça vient de Decroux. La seule différence entre la danse et le mime, c'est que la danse veut s'arracher du sol et que le mime veut s'y ancrer. Mais une grande partie de la gestuelle corporelle qu'on voit dans la danse depuis... Depuis Pina Bausch, en fait. Oui, vient de Decroux. Mais alors, d'où vous vient l'idée d'aller faire ce portrait d'un mime qui a créé le langage du mime et la grammaire du mime contemporain, qui continue à avoir une influence aujourd'hui, mais dont personne ne parle, que personne ne connaît? Une dette. Quelqu'un qui a passé sa vie à faire ce grand œuvre, il faut lui rendre hommage pour qu'il y ait une trace. Faire un film qui passe une fois à 1h du matin, mais que les 200 personnes ont fait des VHS, puis j'ai fini par le publier, etc., fait qu'il y a au moins une trace. Il y a une chance que ça perdure, ou que j'aide à ce que ça perdure. Vous êtes vraiment un homme de la mémoire et des archives, en fait, avant tout. Derrière tout ça, toute votre vie, tout votre travail, c'est les archives, c'est la mémoire.
J'ai une passion pour les archives, oui. Je ne travaille qu'avec ça. Et quand il n'y a pas d'archives, il suffit de les créer, toujours la même question. Plus prosaïquement, qu'est-ce qui vous touche dans le cinéma marocain, que vous devez quand même un peu connaître en venant passer la moitié de votre vie à Azila? Non, pas grand-chose. Je regarde les films marocains qui peuvent arriver en France. Parce qu'à Azila, il n'y a pas beaucoup de cinéma. C'est drôle, ça, c'est une image étonnante. Là, hors la Médina, il y avait un ancien cinéma. Et je suis passé devant, il y a quelques jours, la façade a explosé. Et il y a les 2 vieux projecteurs 35 à arc qui sont encore là-haut, tournés vers un vide. Et il n'y a plus de projection à Azila. Mais c'est une image de la mort du cinéma ou d'une certaine forme de cinéma. Il faudrait que j'aille absolument faire une photo de ça, d'ailleurs. Mais à Azila, dans la Médina, en se promenant, on voit pas les films, mais on rencontre les gens qui font les films. Pas tant que ça. J'ai vu 2 tournages dans les rues d'Azila. Mais ça devait être de la fiction, je sais pas ce que c'était. Mais moi, je suis un homme du documentaire. Enfin, j'ai toujours aimé cette friction entre le documentaire et le cinéma. Un jour, avec un de mes grands amis, décédé lui aussi, qui est un grand cinéaste documentariste, Pierre-Marie Goulet, on avait monté un festival à La Ciotat. Festival du cinéma de La Ciotat, où on cherchait à montrer le frottement entre la fiction et le documentaire. Et je me souviens qu'on avait clos le festival par une projection de Lola, de demi, en plein air, sur le port, et qu'il y avait tous les bruissements des lingues dans les bateaux du port qui répondaient au son du film de demi. Et que ça, c'était une sorte de plénitude. Ça me touche. Puis c'est le son, quoi. C'est de la poésie. Le frottement, c'est quoi ce frottement? C'est de remettre des bruits des lingues sur un film de demi, parce que le film de demi, je parle de Lola, hein, après c'est autre chose, est un documentaire, en fait. Sur son enfance, sur sa ville, mais c'est un portrait en creux de la ville, Lola. Et puis, après le cinéma, tuilé, comme vous dites si bien, il y a l'édition. Comment êtes-vous devenu éditeur? D'abord, je venais de faire un film sur le centenaire des Cahiers du Sud. Revue publiée à Marseille par Jean Ballard, et qui était une revue de poésie et de littérature du bassin méditerranéen, puisque parmi les participants, acteurs des Cahiers du Sud, il y avait Edmond Charlot. Qui était à Tanger, l'éditeur de Camus, le premier éditeur de Camus. De Camus, oui, bien sûr. Et donc, j'ai rencontré Edmond Charlot. Voilà, je fais un film sur le centenaire des Cahiers du Sud. Blandine Masson, aujourd'hui responsable des fictions à France Culture, m'a dit « il n'y a que toi qui peux faire ce film ». Et donc, je suis à Marseille où je viens présenter le film. Je décide de travailler un peu sur Marseille. Je voulais faire une histoire de l'urbanisme de Marseille. Je trouvais que c'était un sujet passionnant. Je dépose un projet au CNC, on me donne de l'argent, je viens passer 3 mois à Marseille, voilà, et je traîne dans la ville, je rencontre des gens, j'étudie le travail quasi haussmannien qui a fait 2 grands axes à Marseille. Je me demande pourquoi le port est complètement fermé, et pourquoi on ne peut pas y accéder. Enfin, des questions comme ça. Je commence à discuter avec des architectes, des urbanistes, et puis je me mets rapidement la mairie à dos, c'est Gaudin. Je sais que Gaudin a passé un coup de fil assez haut, et on m'a dit tu feras jamais ton film, laisse tomber. Voilà. Gaudin ne vous aimait pas? Mais je regarde quand est-ce qu'on a fermé le port de Marseille. Il est entièrement clos. Pas le vieux port, le nouveau port. Le vieux port, mais le port, et je connais un peu quelques ports en Méditerranée, que ce soit en Italie, en Algérie, au Maroc, ils sont ouverts. Et donc je me dis, c'est une question intéressante, curieuse, pourquoi? À cause des problèmes des dockers, à cause des marchandises, à cause du trafic. Et donc je me dis, je vais demander à la mairie de Marseille. Je recherche et je m'aperçois que Gaudin était responsable de l'urbanisme sous Defer quand on a fermé le port. À l'époque, il est maire. Et donc je l'appelle. Et je dis, je voudrais vous poser une question.
je prépare un film sur l'urbanisme à Marseille et il me semble que c'est vous qui avez fait fermer le pont, vous étiez responsable de l'urbanisme à l'époque. Il me dit, c'est pas moi, c'est de faire. Oui, mais qui était le responsable de l'urbanisme? C'est pas moi, c'est de faire. Voilà pourquoi j'ai pas fait le film. Donc il voulait pas assumer la responsabilité dans ces histoires de trafic. Voilà. Et donc je suis à Marseille. J'ai rencontré une dizaine de personnes et un jour, un ami, photographe allemand, me dit, tiens, je vais te présenter un copain. Je me retrouve à la terrasse d'un bistrot, on boit un coup, et cet homme, Serge Renimel, me dit, et vous faites quoi après? Je dis, je ne sais pas, mais vous avez quelque chose à me proposer? Il faudrait que ce soit amusant. Il me dit, ça pourrait être amusant. Je vais inventer, au sens premier du terme, le premier musée interactif en Europe, à Luxembourg. Parce que Luxembourg a une histoire complexe, c'est la Gibraltar du Nord, elle était entièrement détruite au niveau militaire. Donc il n'y a plus rien, à part un mur de Vauban, il n'y a plus rien à Luxembourg sur l'histoire de la ville. Et donc pour faire un musée sur l'histoire de la ville, on est obligé de faire un musée virtuel. Il y aura une 60aine d'écrans sur 5 ou 6 niveaux, et dedans il n'y aura que des films. Mais il faut que les films soient en interaction entre eux, d'un étage à l'autre et tout. Et donc, il faut penser le tout, et j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça. Je signe tout de suite. Ça, c'est pour moi. Mais vous compreniez un peu ce que c'était que cette histoire? C'est des archives, certainement, mais il fallait réaliser 300 films, entre 3 et 10 minutes. Et donc, j'ai été pompeusement nommé directeur artistique. J'ai fait une charte graphique comment on filme. J'ai engagé 3 réalisateurs pour faire les films. Et j'ai mené ce chantier pendant 3 ans. Et c'est le premier musée interactif en Europe. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Si, il y a Lyon depuis. Voilà. Mais à l'époque, il n'existait qu'un musée au Canada interactif. Mais quel rapport avec l'édition? Eh bien, à cause de ce chantier, je suis devenu monsieur interactif. En Belgique, parce qu'en fait, le chantier se gérait depuis Bruxelles. Et rapidement, j'ai eu des sollicitations. On voudrait faire un CD-ROM, me dit Amnesty International pour le 50aire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on disait à l'époque. Maintenant, il faut dire humain, etc. Et donc, j'ai des bouts de chantier qui me tombent comme ça, et puis on fait des bornes interactives dans des musées. Et un jour, après avoir fait une borne interactive au musée du 50aire, à Bruxelles, les gens du musée m'appellent en disant « on a un problème ». On va venir voir. Je suis toujours très inquiet. En dessous, il y a de l'informatique et je m'en fous. Je veux pas savoir comment ça marche. Moi, je fais des schémas, je fais de la conception et je dis les informaticiens doivent faire ça comme ça. C'est tout ce que je veux savoir de l'informatique. Donc, je prends un informaticien sous le bras gauche, un graphiste sous le bras droit et on va au musée. On arrive devant la borne, elle fonctionne parfaitement. Ça va mieux. Et donc je rencontre les gens du musée qui disent « Ah oui, non, ça marche très bien, le problème n'est pas là. On va vous expliquer le problème. » Quand des visiteurs en famille rentrent dans le musée, les enfants découvrent la borne interactive, ils commencent à tapoter partout, parce que c'est des écrans interactifs, donc à cliquer partout, ils regardent tout, ils sont fous de joie, etc. Et au bout de 3 minutes, ils prennent une paire de claques. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'un musée, c'est pas fait pour jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne peut pas laisser les enfants jouer avec le jouet qu'on leur a fabriqué, il faut non pas s'adresser aux enfants, mais s'adresser aux parents et aux instituteurs qui sont au-dessus. Donc, il faut prendre le contenu de la borne interactive, en faire un CD-ROM, c'était encore l'époque des CD-ROM, le publier et le donner dans les familles et dans les écoles avant les visites ou après les visites. Chose dite, chose faite, mais il faudrait mettre du texte. Et Bruxelles est une ville bilingue, donc il faut mettre les 2 langues. Comment on va faire? On va faire un livre, et puis on va mettre le disque dans le livre. Voilà comment je suis devenu éditeur malgré moi, avec un système particulier que j'ai inventé malgré moi ce jour-là, c'est de dire, je fais des ouvrages, c'est-à-dire un livre plus un disque d'archives
dans un packaging commun, avec des complémentarités entre les deux supports. Pas de redondance, mais des complémentarités. Alors j'ai tout essayé, des Dazibao qui tombent dans le disque pour dire allez voir le livre à telle page, et dans le livre, des petits cercles en bas marqués allez voir la séquence numéro tant dans le disque, etc. Essayer de faire voyager les gens, les regardeurs, entre les deux supports. Et là encore, c'est un travail d'archive fabuleux. Encore une fois, soit les archives existent, soit on les invente. Alors votre ce travail d'éditeur incroyable que vous avez inventé, donc cette complémentarité, on retrouve pas sur le CD-ROM le livre, c'est deux objets totalement différents qui se complémentent. Ça c'est très important et ça vous inventez cette édition-là. Mais ça va dans tous les sens. On trouve Iggy Pop, on trouve le retable de Brabançon. Les retables Brabançon, c'est le premier. C'est celui de la borne interactive. Mais Iggy Pop, voilà un bel exemple. Mon ami Gilles Nadeau, fils de Maurice Nadeau, réalisateur, fait une émission pour Arte sur Iggy Pop. Il a la chance que Iggy passe à Paris. Et il a le droit à une interview de Iggy dans sa chambre d'hôtel. Classique, hein, cadre fixe, on parle. Et il filme pendant 2 cassettes, ça doit être 40 minutes, ou quelque chose comme ça, de Iggy Pop. D'interview. Il rentre dans sa salle de montage, et puis les gens d'Arte lui expliquent que si on fait un film sur Iggy, c'est plutôt pour la musique. Et donc des 40 minutes d'interview de Iggy Pop, dans le film, il doit en rester 4. Comme d'habitude. Et Gilles me dit, tu te rends compte? Je dis, mais c'est pas un problème. On va publier sur un DVD l'intégralité de l'interview, avec tout. Avec parté, coupé, tout. L'intégralité des rushs, des archives mises à disposition. Et on demande à quelqu'un, Evelyne Piellier en l'occurrence, d'écrire une petite histoire du rock dur comme complément. Dans cette diversité, on trouve aussi justement Maurice Nadeau, le père de votre ami, qui était un grand écrivain, éditeur. Je me demande si c'est pas Maurice Nadeau qui a soutenu Tahar Ben Jelloun à ses débuts. Oui, bien sûr. Mais Gilles Nadeau fait un portrait de son père. Ça lui prend 7 ans, pas plus qu'une analyse, hein. Et donc, il fait un portrait qui dure 2 heures, dont une grande partie est consacrée à la manière de penser le monde, la littérature et le monde à travers la politique. Je rappelle que Maurice Nadeau était trotskiste. Et quand il présente le film à la chaîne diffuseuse, une filiale de TF1, on lui dit « Vous enlevez les 40 minutes politiques, là, pas de ça chez nous ». Et donc le film qui faisait 2 heures ne fait plus qu'1 heure. Et je dis à Gilles, pas de problème, on va publier l'intégralité du film censuré. Alors vous êtes le spécialiste des 40 minutes de trop. On peut le dire comme ça aussi. Voilà. Non, je suis quelqu'un qui essaie que les archives perdurent et circulent. Et sont nécessaires. J'espère. Vous avez donné une carte blanche à Jacques Charlier, le plasticien belge. J'avais essayé de faire une revue en Belgique qui s'appelait Un Belge sur 2, ou quelque chose comme ça. Le premier était Charlier. Et on avait fait, comme il disait, un truc sur du papier journal, un toute boîte, comme on dit en Belgique. Voilà. Et le deuxième, ça a été Khalil. Et puis le troisième, ça aurait dû être un Belge que j'aime beaucoup, un Flamand. Bon, qu'importe. Je reprends De Croo. Le mime. Oui, le mime. Comme le film est passé sur l'antenne de la 7 ou d'Arte ou quelque chose comme ça,
Il y a des gens qui ont commencé à me contacter en me disant « Ah, mais moi, je connais un petit bout de film, un machin. » Et je réunis des documents. Et je décide de faire une publication avec les archives sur 2 coups. Voilà. Et Daniel Debels, qui était critique d'art à Libé, et critique de danse à Libé, m'a dit « Ah, j'ai un texte quand même. » Oh, c'est pire que ça. On avait signé un contrat, Daniel Debels et moi, avec une maison d'édition pour faire un livre sur 2 coups. Ça s'est pas fait. Mais je connaissais le texte de Daniel, qui s'appelle L'histoire des mimes blancs, et qui dit, effectivement, jusqu'à Decroux, les mimes mouraient en emportant la grammaire. Et donc, c'est une histoire des mimes du 19e siècle. Et donc, on a mis ce texte et les images de Decroux, qui est la suite, la logique de la suite. Donc il y a, voilà la logique de votre travail, de votre fonctionnement. Le film sur Decroux pour parler des archives d'un personnage qu'on oublie afin qu'il existe encore et qui est très important puisqu'il a créé une grammaire d'expression par le corps. Ce film vous amène 20 ans plus tard peut-être à créer un livre sur Decroux et ce livre étant complémenté par un DVD dans lequel il y a les archives qu'on vous a amenées parce que vous aviez créé le film. En fait, c'est ça. Vous avez une vie. C'est toujours ce système de choses cousues ensemble, comme ça, qui apparaissent. C'est à la fois la même théorie que celle de Ralil des déchets qu'il faut ramasser, et en même temps, il faut les coudre pour qu'ils existent, pour leur donner du sens. C'est comme quand on m'a proposé de faire un film, de faire un ouvrage, une publication sur Antoine Vitez. Et je m'aperçois que Vitez a monté 3 fois Electre, que sa première mise en scène, dans une maison de la culture à Caen, alors qu'il est absolument inconnu, est une mise en scène d'Electre, avec une comédienne dans le rôle titre. Mais cette mise en scène à Caen, absolument inconnu, d'un metteur en scène inconnu, a été filmé. Parti communiste. Il en existe 40 minutes. Il existe une 2e mise en scène d'Electre, puis une 3e mise en scène d'Electre. La 2e a été filmée, il y en a 1 heure cette fois-ci. Et la 3e est une intégrale. Et c'est toujours la même comédienne dans le rôle titre. Sur 30 ans. Mais, dit-elle, Electre n'a pas d'âge. À 80 ans, je peux encore jouer Electre. La question reste la même. C'est pas une pure jeune fille. C'est une personne. Et donc c'est comme ça que j'ai réuni les 3 documents d'archives pour parler français. Je rappelle que archive, dans le dictionnaire, est au pluriel. Et qu'une archive n'existe pas. C'est un document d'archives parce que ça vient d'un ensemble, d'un amas. Voilà. Donc j'ai publié les 3 documents sur les 3 mises en scène d'Antoine Vitez. Puis j'ai été voir les gens de l'INA où j'ai dit « Je veux tout ce qui existe en radio où Antoine Vitez parle du théâtre classique. » Et j'en ai fait un CD audio. Et bien sûr, j'ai publié l'intégrale de Electre parce que c'est la version traduite ou réécrite par Vitez. Parlant de scène, d'art vivant, je vois que vous êtes aussi, dans votre maison d'édition, passionné par les chorégraphes, dont Dominique Bagoué, dont on parle plus. C'est fabuleux de retrouver ça. Oui. Il existait une association, elle existe, j'espère toujours, des amis de Dominique Bagoué ou quelque chose comme ça, qui défendaient la mémoire de Dominique. Et donc, ils montaient des séances d'apprentissage des gestes de Bagoué. Là encore, on est dans la grammaire du corps. Oui, bien sûr. Et puis, devait avoir lieu une grande fête pour les 10 ans de la mort de Dominique à Montpellier. Et j'ai été voir Anne Abeille, qui était responsable des amis de Dominique Bagoué. Ça ne doit pas exactement s'appeler comme ça, mais qu'importe. Et je lui ai dit, écoute, je vois qu'on va encore montrer les films de Dominique et tout ça, etc. Mais on pourrait peut-être faire quelque chose sur Dominique au lieu de montrer seulement les résultats. Et donc, on dit, ouais, c'est pas bête, faisons ça. Donc on a déposé un dossier au Centre national des lettres, où on a eu de l'aide.
Et je suis descendu à Montpellier, où avait existé une télévision locale, qui avait disparu. Et donc j'ai remonté les pistes, et j'ai retrouvé toutes les archives de la télévision locale de Montpellier, et j'ai extrait tout ce qu'ils avaient pu filmer sur Dominique Baoué pour faire un DVD inédit, des archives qui se seraient perdues, qu'on n'aurait jamais revues si je les avais pas mises dans ce disque. Voilà, les archives. زهرة الحب اللي نبتت بتتحول لموضوع تاني بتتحول لموضوع تاني زهرة الحب اللي نبتت زهرة الحب اللي نبتت بتتحول لموضوع تاني كل واحد فينا خان كل واحد فينا خان احنا الاتنين بلالين خفاف احنا الاتنين بلالين خفاف. Vous avez aussi fait un livre sur les pédagogies libertaires. C'est extraordinaire comme titre. J'ai pas réussi. En fait, c'est parce que je suis parti du texte de Tolstoï qui n'a jamais été réédité, sur l'école qu'il avait montée chez lui. Et puis, j'ai confronté ça à De Crowley, et il y avait des frottements. Et donc, j'ai été voir les gens de De Crowley, mais j'ai pas réussi à lever l'argent pour le faire. C'est vraiment un livre que je regarde. J'ai un mètre cube d'archives sur De Crowley et les choses comme ça, mais voilà. Mais c'est la même chose que pour les films. Il faut écrire 10 projets pour en faire 2. On vous voit aussi obsédé par, alors on est à Asila, on le comprend bien, les villes fortifiées, Saint-Malo, Briançon, Vauban. La question, c'est l'architecture. Je pensais que l'image de synthèse, puisqu'on en était arrivé là, qu'on pouvait mettre sur DVD, pouvait expliquer d'une manière assez lumineuse et simple aux enfants, aux adolescents, à leurs parents, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne l'architecture. Et Vauban était un cas remarquable pour ça. Et donc, on a fait 2 ou 3 livres sur Vauban pour expliquer comment fonctionne l'architecture. Parce que Vauban dit « Mon architecture militaire est là pour économiser la vie des soldats. Je veux pas qu'il y ait de morts dans les batailles. » Quelqu'un qui pense comme ça à son époque, je pense qu'il faut se souvenir de ça, pas le ranger juste parmi les maréchaux. Même chose. Des amis ont fait, et c'est un livre qui n'a pas été publié parce qu'il y a eu un changement de direction à la dernière minute, un démontage-remontage du château de Chambord, en images de synthèse, montrer comment c'est construit, parce que l'histoire est floue, mais ça me semble assez juste d'après les travaux des historiens de le dire aujourd'hui. Quand on construisait au XVIe siècle, on faisait une maquette en bois, démontable, une sorte de puzzle, de Rubik's Cube. Et qui a fait la première maquette de Chambord, avec les 4 carrés? Léonard de Vinci. Elle était prévue ailleurs. Mais ce serait Léonard de Vinci qui aurait dessiné Chambord. Mais il ne l'a pas vu, puisqu'il est mort du temps de la première pierre ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça c'est les choses qu'il faut montrer, parce que c'est aussi ludo-éducatif, et je mets ludo avant éducatif. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire. Mais alors, quand vous faites des CD-ROM, aujourd'hui on peut plus les lire, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une bonne question, on peut plus lire les CD-ROM.
Qu'est-ce qu'on fait de tous ces documents que vous avez produits, que vous avez créés, de toutes ces archives? Ils sont à la BNF. À la BNF, ils savent les lire et les recopier et les transmuter sur autre chose, sur un autre support si besoin. Alors pour conclure cet entretien, vous êtes un homme d'archives, donc de mémoire, mais on voit au cours de tout ce que l'on a pu se raconter que vous êtes aussi un homme de grammaire, un grammairien, une grammaire du corps, une grammaire de la ville, et que vous êtes un homme de frottement et de passation. En quelque sorte, c'est vrai. Oui, c'est bien comme raccourci. Vous avez aussi eu une carrière de galeriste en Bourgogne, je crois, en France. Oui, mais c'est toujours la même question de ce que j'appelle le tuilage. C'est-à-dire de faire passer des informations à des gens. Et donc, quand je me suis retrouvé retraité en Bourgogne, la librairie, c'était un peu mesquin, ou je sais pas quoi, petit. Et donc, je me suis mis à vouloir monter une galerie, ce que nous avons fait avec un ami. Et donc, on avait décidé que l'histoire de la peinture commençait avec Cobra, jusqu'à aujourd'hui. Et on a montré de la peinture pendant 8 ans. C'est très difficile de faire vivre une galerie de nos jours. On ne peut que perdre de l'argent. La question, c'est si on n'a pas besoin de gagner sa vie avec ça parce qu'on est retraité et qu'on veut faire un travail de passeur, c'est un endroit idéal. Qui avez-vous montré? Quels sont vos travaux, vos expositions dont vous êtes le plus fier? J'ai fait 2 invitations dont je suis fier. Khalil invite et Pierre Buraglio invite. Et puis des découvertes de peintres pour les gens de la Bourgogne, comme Nicole Defour, Anne Tastemain. Anne Tastemain qui est la fille de Tastemain, l'architecte de Casa, et d'Agadir. Voilà, des gens comme ça. C'était amusant. Enfin, c'est au moins un travail volontariste. On a eu plusieurs discussions entre associés, si on veut gagner de l'argent, il suffit de mettre des dessins de Jean Cocteau, de Bernard Buffet, des lithographies de Fujita et des choses comme ça. On vendra. Mais, alors moi, je me retire. Je veux montrer, faire travail novateur. Et pourquoi l'histoire de l'art commence avec Cobra? Elle commence avec Cobra parce que, vous savez qui est Cobra, hein? Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. C'est-à-dire sortir de l'école de Paris et après s'être débarrassé du nazisme, il faut se débarrasser de la peinture classique. Donc cet impérieux besoin de nouveauté, de changement fondamental qui naît avec Cobra. Et en même temps avec les tristes en France, Viglet, Raymond Hins, les lacérateurs d'affiches, des choses comme ça. Voilà. Et Cobra qui avait adopté Chaibia. Et peut-être sans doute Khalil Khalib en aurait fait partie d'une façon ou d'une autre. Oui, alors elle aurait fini par y arriver, bien sûr. Ouais. Ce dernier épisode de Détroit était consacré au très parisien, mais aujourd'hui Zailachi et bourguignon, Jean-Claude Bonfanti, alias Ulysse, monteur, réalisateur, directeur artistique de projets multimédia, éditeur, libraire et galeriste. Entretien réalisé en janvier 2026 à Asila, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte, extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Jean-Claude Bonfanti et Philippe Guiguet-Bologne, est formée des morceaux Drei Tentos for Guitar de Hans Werner Henze, Sonatas and Interludes for Prepared Piano Sonata 1 First de John Cage, Nuit et brouillard, Auschwitz Heinz, par le Kammersymphonie de Berlin de Hans Eisler, la pantomime tirée des Enfants du Paradis de Maurice Thirier et Joseph Cosma, l'opus 9 partie 1
Tema con variazioni for solo violin, interprété par Conrad, auteur de Hans Eisler, Mauditani de Mariam Saleh et Woza Mtwana de Abdullah Ibrahim, les 7 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit.